Bien, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver, même si la distance numérique nous sépare. Habituellement, à cette époque-là de l'année, on opère des réunions publiques dans presque, pas dans presque, dans tous les quartiers. Je fais généralement au cours de janvier, février, près d'une trentaine de réunions publiques pour venir à votre rencontre. Là, les faits sont ainsi que ce n'est pas possible. Donc, j'ai choisi de vous proposer un Facebook Live en espérant que, bien sûr, ça ne le remplacera pas, mais qu'on puisse aborder de façon sereine toutes les questions qui concernent la ville, la municipalité, les problèmes, les encouragements aussi, hein, si vous en avez, surtout n'hésitez pas, et de faire en sorte qu'on passe ces 90 minutes, 1h30 ensemble, et que je puisse, ou que j'essaye en tout cas, de répondre à chacune de vos questions. Alors, je crois qu'on peut commencer tout de suite. Alors, excusez-moi, parce que forcément, il faut que je regarde les questions qui me sont posées. Il y en a une première, c'est Thierry Lesage qui me pose la question. Comment se passe la campagne de vaccination contre la Covid-19? Alors vous savez que pour la campagne, enfin d'une façon générale, hein, depuis le début de la pandémie, le service public municipal a réagi de façon, je crois, remarquable. D'ailleurs, ça me permet de les remercier devant vous. Nous avons ouvert des centres de tests qui se trouvent avenue Gambetta. Nous avons ouvert ensuite, le 18 janvier, un centre de vaccination, ce qui me permet aussi de remercier les médecins, les infirmières et aussi les bénévoles qui nous ont permis de l'ouvrir en un temps record. Vous savez que nous avons en France un problème de doses de vaccins, de nombre de vaccins qui ne nous arrivent pas en quantité suffisante. Aujourd'hui, à Saint-Maur, sur le centre de vaccination, nous vaccinons de l'ordre de 500 personnes par semaine. Par semaine. Il nous en faudrait bien sûr beaucoup plus pour satisfaire au nombre de personnes concernées par les premiers prioritaires, c'est-à-dire les plus de 75 ans et les personnes déclarées à risque. Mais nous faisons ce qu'il faut pour que ces 500 soient accueillis dans les meilleures conditions. Bien sûr, nous réclamons plus de vaccins, notamment on sait que la deuxième vaccination, c'est-à-dire la deuxième injection, va arriver bientôt. En Île-de-France, je crois qu'il y a eu 51 000 personnes qui ont reçu une première dose, et il faudra qu'il y en ait autant dans 21 jours. On sait déjà que nous n'aurons probablement que 45 000 doses de Pfizer pour toute l'Île-de-France. Donc on sait qu'on est dans une situation extrêmement tendue. Nous sommes dépendants de cet approvisionnement, dépendants de ce que l'État en fait est capable d'approvisionner dans les centres et notamment dans la pharmacie qui est la pharmacie Sainte-Anne, centralisatrice. On met tout en œuvre pour que ça se passe bien et aussi pour éviter les polémiques inutiles. Je pense que le moment est à l'action, le moment n'est pas à la polémique. Tout ça se verra plus tard. Il faut faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions. Voilà. Alors, Sophie Milon qui me dit merci pour Monsieur le maire pour la. Merci, votre question commence bien. Donc merci de cette question. Quelle est la situation sanitaire à Saint-Maur? Est-elle plus grave qu'ailleurs? Saint-Maur est conforme en fait au reste de l'Île-de-France, ni plus ni moins. Alors c'est vrai que nous avons malgré tout un nombre de lycées et de collèges importants, beaucoup plus important qu'on l'imagine en réalité, hein, qui fait qu'on doit être sous surveillance et très attentif à ce qui se passe, notamment sur les clusters. Nos lycées, par exemple, sont souvent encore en présentiel. Je crois d'ailleurs que demain, je suis même sûr hein, que demain, il y aura une série de tests antigéniques au lycée Berthelot et que les autres lycées de Saint-Maur, d'ici les semaines qui viennent, recevront la même attention pour faire en sorte qu'on décèle au plus vite lorsqu'on a des risques de cluster. Mais néanmoins, on n'est ni plus ni moins touché qu'ailleurs. C'est une pandémie, je crois, hélas, qui nous touche tous de la même façon. Il ne faut pas s'imaginer qu'on ait des endroits plus ou moins protégés.
Alors c'est vrai que le personnel soignant, les infirmières, les médecins et les pharmacies, à sa mort, ont beaucoup donné. Je pense aux tests antigéniques avec des pharmacies qui font les tests maintenant depuis plus de 4 semaines. Je pense aux laboratoires qui se sont mobilisés pour les tests PCR. Je pense aux médecins de ville qui se sont mobilisés pour tenir le stand de vaccination et de faire en sorte que dès le début, les choses se passent bien. Donc voilà, Saint-Maur prend toute sa part dans cette campagne de vaccination, mais dans cette lutte contre la pandémie également. Baptiste Coutan, représentant de l'asso La Courbe Saint-Maur, qui promeut la pratique du skate en ville. Quid d'un skatepark proche du stade Chéron? Alors, pour vous dire, au départ, il y a encore quelques 3-4 mois, un peu plus en fait, il y a 6 mois, j'imaginais qu'un skatepark pourrait être placé sur la dalle qu'on appelle communément la salle où, juste en face de Chéron, donc du côté Brosselette, le solarium, qu'on appelle communément le solarium. On a fait des aménagements sur la piscine, notamment d'aération, pour remettre les choses aux normes, ce qui a réduit considérablement la surface pour pouvoir y implanter un skatepark. Donc je ne suis pas sûr que le skatepark, même si on est capable de mettre des modules à cet endroit-là, je ne suis pas sûr que le skatepark définitif, donc un peu plus grand, sera à cet endroit-là. Il sera probablement sur un autre site de la ville, mais il y aura un skatepark. Muriel Khalifa, les routes communales sont dans un état déplorable. Quand comptez-vous les remettre en état? D'abord, elles ne sont pas toutes dans un état déplorable, mais on a quand même plus de 380 km de route, ce qui est important. Et chaque hiver, voilà, on refait petit à petit les travaux. Vous allez me dire que petit à petit, c'est pas suffisamment vite, ce qui est d'une certaine façon vrai. C'est aussi au rythme de ce que le budget de la ville peut consacrer. C'est aussi au rythme des aménagements que l'on souhaite faire. Peut-être que l'on en parlera tout à l'heure, puisque aujourd'hui, 1er février, c'est le premier jour où, dans le cadre du programme Saint-Maur Ville apaisée, nous avons mis en place la Saint-Maur comme ville à 30 km/h, ce qui suppose des aménagements, ce qui suppose un peu partout sur la ville une prise en considération d'un nouveau plan de circulation. Et dans ce cadre-là, on aura forcément des arbitrages importants à rendre pour la route, mais il faut quand même mesurer que c'est plusieurs millions d'euros chaque année que nous dépensons pour refaire les routes et les trottoirs. Donc voilà, nous le faisons régulièrement. En ce moment, je sais qu'il y a des nids de poules qui se reforment, comme tous les ans, d'ailleurs comme toutes les villes à cette époque-là. Et comme tous les ans, comme toutes les villes, eh bien, une campagne de nid de poules sera opérée. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait au mois de janvier? C'est notamment parce que les usines qui permettent d'avoir ce qu'on appelle le BBC noir, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus communément le bitume d'ailleurs, qui arrive sur la voirie, en fait, les usines sont fermées. Donc en fait, pendant un mois, un peu plus d'un mois, 6 semaines, on ne peut pas retoucher à voirie autrement qu'en faisant et qu'en prenant de l'enrobé à froid, ce qui ne tient pas très longtemps. Donc voilà. Donc quand est-ce qu'on aura tout refait? Ça va prendre du temps. En revanche, et vous le voyez hein, sur la ville, on travaille à refaire de nombreuses rues entièrement. Restent les voies départementales, qui sont peut-être celles auxquelles vous pensez. Les voies départementales, là, c'est le département du Val-de-Marne qui doit les refaire au gré de leur usure. Et c'est vrai que notamment, je pense par exemple au boulevard de Champigny, où on a de sérieux soucis. Et puis vous avez des axes qui, eux, vont être faits trottoir et voirie. C'est le cas par exemple du tronçon avenue Joffre. C'est le cas par exemple du côté de la Tassigny, Leclerc, Gallieni, où là ce sont des travaux extrêmement lourds qui ont pris du retard à cause des marchés publics et du Covid, mais qui vont arriver maintenant à maturité et lancés dans je vais dire, c'est quasiment les jours qui viennent. Pierre-Yves Grandemange, y aura-t-il un Saint-Maur en poche cette année? Alors, on espère qu'il y aura un Saint-Maur en poche cette année. En fait, on a même refixé la date pour la 3e fois. Et d'ailleurs, je salue nos amis de la Griffe Noire, mais je salue également tous les libraires de Saint-Maur,
hein, qu'on essaye d'aider au mieux que l'on peut. Et je sais d'ailleurs que les Saint-Mauriens se sont mobilisés de façon extrêmement forte. Alors, j'aurais oublié personne, hein, mais de l'éclectique au mot tordu, du funambule en passant par la griffe noire, je sais que les clients se sont mobilisés très fort pour soutenir les libraires. Il y aura donc un Saint-Maur en poche. Il a été fixé à la date du 12 et 13 juin. Donc c'est dans peu de temps maintenant, hein, en espérant que d'ici là, on soit sorti des affres de notre pandémie. Voilà, on essaye de mettre en place avec les librairies, avec la Griffe Noire, en espérant que les auteurs pourront eux aussi voyager, en espérant que le monde du livre, d'ici là, aura repris un peu de couleur pour pouvoir venir à Saint-Maur sur notre belle place des Marronniers. Donc 12-13 juin, la réponse est oui, il y aura un Saint-Maur en poche. Franck Attal, quels sont les recours de la ville pour reprendre la main sur les logements sociaux? Alors là, la question est beaucoup plus large. Vous savez que le gouvernement a souhaité, sur l'ensemble du territoire français d'ailleurs, hein, un peu partout, lorsqu'il y a une métropole, c'est le cas de la métropole du Grand Paris, densifier fortement sur les villes qui sont dans la métropole, notamment nous, les villes de la Petite Couronne. Et donc, voilà, c'est un choix politique qu'on ne partage pas, mais qui est comme ça. Et toutes les villes qui n'ont pas suffisamment de logements sociaux, donc on les dit carencés, dont la ville de Saint-Maur, pas suffisamment de logements sociaux au regard de la loi SRU. Eh bien, le préfet, sur ordre du gouvernement, a repris la main sur les logements. Nous avons et nous allons contester devant les tribunaux pour plusieurs raisons, cette décision. La première raison, c'est que c'est faire fi du travail qui a été accompli à Saint-Maur. Il n'y a pas très longtemps encore, nous étions en campagne électorale. J'ai entendu tout le monde, tous les candidats, mais également les Saint-Mauriens, m'expliquer qu'à Saint-Maur, on construisait trop. Quand vous traversez Saint-Maur, et notamment les grands axes, tout ce qui est construit comporte au moins 30% de logements sociaux. En février dernier, j'ai signé avec le préfet, à Saint-Maur, dans l'hôtel de ville, un contrat de mixité sociale portant sur 2017-2022, en m'engageant très clairement sur 12% de logements sociaux. Certes, ce n'est pas 25%, mais c'est un rythme qu'on a connu, qui est soutenable. On ne peut pas comme ça décider du jour au lendemain qu'on change les règles. Chacun doit respecter sa parole. Moi, j'ai respecté la mienne. J'ai pris des engagements et, après tout, je peux me lancer une fleur, je l'ai pris avec un certain courage parce que, à l'époque, beaucoup me disaient Monsieur le maire, si vous voulez être élu, ne construisez pas. Je l'ai quand même fait parce que c'est notre responsabilité. Mais dans une dimension, un rythme qui convient à la ville. Et uniquement sur les grands axes. Et uniquement 4 étages. Pas au-delà. C'est la règle de notre PLU. Si l'État ne veut pas respecter ce qu'il a lui-même signé, alors c'est devant les tribunaux que l'on ira. Et je pense que ce sera d'ailleurs l'effet exactement inverse à l'effet escompté pour l'État. Il n'est pas question que je laisse passer une volonté de densification majeure, quand bien même c'est inscrit dans le plan de relance. Je sais que dans le plan de relance, il est inscrit que les villes peuvent toucher 100 € du mètre carré au-delà des règles du PLU. Je n'en veux pas. Je ne veux pas de carotte de densification. Ce n'est pas possible. Saint-Maur n'a pas vocation à devenir une ville de 100 ou de 150 000 habitants. J'ajouterais que sur le flux, c'est-à-dire sur ce que nous construisons, nous sommes depuis 2017 parfaitement exemplaires, avec plus de 30% de logements sociaux sur ce flux. Alors certes, sur le stock de logements, c'est-à-dire les logements existants, nous n'avons pas encore atteint 25%. Et d'ailleurs, l'hypothèse qu'on atteigne est farfelue, il nous faudrait construire 9000 logements exclusivement sociaux. Exclusivement. À titre indicatif, c'est l'équivalent du vieux Saint-Maur et du parc. Donc voilà, je regrette, moi, que l'État ait nié sa parole, soit revenu sur ce qu'il avait signé, sous des prétextes que je ne développerai pas ici, parce que ce n'est pas tellement le sujet, peut-être qu'en conseil municipal, je le ferai, mais je regrette et nous nous battrons.
et nous nous battrons jusqu'au bout. Jamais je ne laisserai la ville se faire massacrer par des densificateurs aveugles. Ce n'est pas possible. Clémence Mignot. Bonsoir, Monsieur Berrios. Les parents d'élèves font face à de plus en plus de contraintes d'organisation. Que comptez-vous faire pour assouplir les conditions de réservation des prestations périscolaires? Merci d'avance. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de contraintes, mais il y a aussi un élément qu'on doit prendre en compte, c'est aussi le télétravail, la succession entre confinement et puis les règles du couvre-feu. Nous avons fait en sorte, au cours des semaines qui viennent de se passer, d'être relativement souples sur ces fameuses contraintes. Certes, il y a un règlement, certes, nous l'appliquons, mais on a été très souple sur les réservations avec Julien Cocher, qui est le maire adjoint en charge des affaires scolaires. Nous avons essayé de trouver un juste équilibre. Il nous faut une règle, parce que forcément, il nous faut prévoir les choses, hein. Prévoir les animateurs, prévoir à la cantine, bref, il nous faut prévoir et anticiper ce qui peut se passer. Mais voilà, on essaye d'assouplir et le dialogue avec les fédérations de parents d'élèves et avec la PEP, par exemple, qui est représentée dans toutes les écoles de Saint-Maur, est toujours fructueuse. Et si on doit porter des améliorations, on continuera à en porter. On est très attentif à cela, y compris dans ces moments un peu particuliers. Et vous avez vu que jamais au cours de l'année qui vient de se passer, parce que ça fait presque un an finalement que nous sommes en confinement, eh bien jamais nous n'avons remis en cause les accueils, de telle sorte que les parents puissent trouver quand même une main tendue. Mais s'il faut améliorer les choses, nous les améliorerons, nous continuerons à travailler dans ce sens-là. En tout cas, merci de votre question et merci d'attirer mon attention sur ces difficultés. Martin Eden, bonsoir. Pourquoi faire ce passage à 30 km/h? Pourquoi ne pas avoir attendu les beaux jours? Était-ce le plus urgent de l'agent de la ville? Ne prenez-vous pas le risque que ce soit perçu comme une restriction de plus? Alors, il y a plein de questions en fait dans la question sur les 30 km/h que vous posez. Est-ce que c'est le bon moment? D'abord, moi, je ne connais pas forcément le bon moment. Si j'avais fait ça, si j'avais pris ces dispositions au mois de mai, au moment où il y a les beaux jours, je pense que j'aurais eu des réactions en me disant pourquoi vous faites ça au beau jour, pourquoi pas attendre l'hiver, où finalement les conditions dans la ville, on circule moins, et l'hiver serait peut-être plus approprié. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne saison, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne date. Ce que je sais, c'est que je l'ai déjà annoncé. Je l'ai annoncé pendant ma campagne électorale. Je l'ai annoncé en conseil municipal, devant l'ensemble des élus. Devant l'ensemble des élus. Et d'ailleurs, les élus, dans les groupes divers et variés, il n'y a pas eu d'opposition. Après, pourquoi le faire? En fait, c'est essentiellement là la question. D'abord, on travaille à avoir une ville apaisée, la plus apaisée possible. Apaisée, c'est apaisée dans le sens de la sécurité. Peut-être qu'on aura des questions sur le sujet. C'est dans le sens de la santé, de la solidarité. Mais apaisée, c'est aussi dans la façon de faire en sorte que l'espace public soit bien partagé entre les uns et les autres. Certains voudraient, et je comprends la revendication, hein, avoir des rues, des voies entièrement dédiées, un espace public dédié pour un usage. Chacun de ces usages, hein, les voitures, les vélos, les piétons, les trottinettes, chacun aimerait avoir son espace à lui. Dans les faits, chacun comprend bien que ce n'est pas possible. À Saint-Maur, je vais prendre un exemple pour que chacun comprenne bien ce dont je parle. À Saint-Maur, si vous prenez, je vais prendre une rue, si vous prenez l'avenue Gambetta. L'avenue Gambetta, chacun, ou à peu près la visualise, c'est pour ça que je la prends, hein, elle nous conduit de la mairie vers Adamville. Donc elle traverse la ville, c'est une rue passante, traversante, et qui est importante. Cette voie fait entre 12 et 15 mètres. Elle est à double sens. Lorsque on fait une voie, il faut 1,40 m pour les piétons. De telle sorte que
tous les piétons puissent passer avec des poussettes ou avec un fauteuil roulant, 1,40 m. Il me faut 1,50 m pour les arbres, notamment les arbres d'alignement. Ce qui est important, mais c'est comme ça. On a quand même 18 000 arbres d'alignement à Saint-Maur, et je pense que chacun considère qu'il faut les respecter. Ensuite, il me faut 2 mètres pour le stationnement. Alors, évidemment, on pourrait me dire qu'il faut faire sauter le stationnement, mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Donc, 2 mètres pour le stationnement. Ensuite, il me faut à nouveau 3 mètres pour un espace de véhicule. Ça, il me le faut x2, puisque c'est une roue, la rue Gambetta est à double sens. Donc 3 mètres plus 3 mètres. On est donc à 6 mètres. Si j'y intègre, par exemple, le vélo, eh bien, il me faut à ce moment-là, alors là, je pense que les fédérations de vélo vont me haïr, enfin bon, il faut environ 2,50 m. On va dire 1,50 m plus 1 mètre. Bref, tout ça, rajouté, alors sachant que pour les arbres et les piétons, on commence de l'autre côté, hein, ça veut dire qu'il me faut, si je veux faire des pistes cyclables, ça veut dire qu'il me faut un peu plus de 18 mètres. Vous voyez bien que c'est donc impossible de faire rentrer tout au même endroit. Deuxième sujet, deuxième élément important qui a présidé la décision, c'est la sécurité. Aujourd'hui, notamment sur les axes les plus passants, c'est aussi là où vous avez des écoles. Alors, on me dit, mais oui, alors pourquoi, monsieur le maire, finalement, vous ne restreignez pas aux 30 km/h uniquement dans les petites rues et que sur les grands axes, on ne maintient pas à 50 km/h? Et parce que sur les grands axes, par exemple, on y retrouve des écoles primaires, des écoles maternelles, des collèges et des lycées. Pour que chacun comprenne bien et que chacun visualise bien les choses, si on est à l'ouest de la ville, on se retrouve avec Nicolas Gatin, l'école du centre, le lycée Rabelais et Berthelot. Si on va à l'est de la ville, c'est l'école Cazot, c'est l'école maternelle Michelet. Si on va au sud de la ville, c'est Louis Blanc. Enfin, si on va au nord de la ville, on se retrouve sur le lycée Gourdeau-le-Seur. C'est-à-dire que partout, sur les grands axes, en fait, on a des enfants et des adolescents. C'est-à-dire, à Saint-Maur, c'est quand même 10 000 par jour, le matin, midi et soir. Et on doit chercher la façon la plus apaisée pour faire en sorte de respecter la sécurité de chacun, et notamment des enfants et des adolescents. 30 km/h sur la ville, ça embête qui? Ça embête en réalité ceux qui veulent rouler vite. Parce que quand vous êtes à l'est de la ville, Pont-de-Chenevière, et que vous voulez vous rendre à l'ouest de la ville, c'est-à-dire on est sur la grande diagonale, pardon, on est vraiment sur la grande diagonale, hein, on va au pont de Créteil. Vous avez, à 30 km/h, vous mettez un peu plus de 9 minutes. Aujourd'hui, lequel d'entre nous traverse la ville en moins de 10 minutes? La vérité, c'est qu'en fait, on est déjà à moins de 30 km/h. Et dans les petites rues, vous ne pouvez pas rouler à plus de 30 km/h. Sauf à vraiment forcer. Vous ne pouvez pas rouler à 30 km/h. Quand vous êtes rue Bourdignon, par exemple, n'imaginez pas que vous roulez à 30 km/h. On ne peut même pas se croiser. Quand vous êtes rue Le Cerf, d'autre côté de la ville, c'est pareil. Lorsque vous êtes, je ne sais pas moi, sur la rue Jean Bart, est-ce qu'on peut rouler à plus de 30 km/h? On peut toujours en forçant. Mais la vérité, c'est que la sécurité d'ensemble ne le permet pas. Une ville apaisée, c'est une ville où chacun peut trouver sa place et chacun peut partager l'espace public en toute sécurité et en toute sérénité. En toute sérénité. Alors on m'a parfois dit, oui, vous faites, vous qui décrivez Anne Hidalgo comme la pire des choses, vous faites comme elle. Mais pas du tout, moi j'interdis aucun véhicule. Aucun. Je dis simplement que chacun doit respecter la sérénité et veiller à ce que la ville soit apaisée. Et ce caractère apaisé de la ville, il faut vraiment, et je pense que chacun d'entre nous peut y apporter beaucoup. On doit chercher une ville apaisée en toutes choses. Il y a dans notre pays, enfin, d'une façon générale, on le sent bien, beaucoup de tensions, parfois même beaucoup de violence. Moi, je souhaite que Saint-Maur soit une ville apaisée. Et le fait que nous soyons dans une boucle de la Marne
nous soyons une presqu'île, que nous ayons nos petites rues, nos rues pavillonnaires, avec nos arbres, nos 18 000 arbres d'alignement, eh bien, ça nous donne une chance d'être novateur. 30 km/h, je vois bien ce que ça peut changer comme comportement routier. Je vois aussi ce que ça peut apporter comme apaisement, comme sérénité, et aussi comme vie sauvée pour les piétons qui parfois sont renversés à sa mort. Et je pense que c'est une chance que nous avons de pouvoir, à sa mort, faire les choses pas comme les autres. Nous resterons l'exception. Une exception, la première en France, où nous sommes une presqu'île, apaisée, à 30 km/h. Et je sais très bien les critiques que ça attire. Je lis, j'entends, je vous rencontre souvent. Mais mesurons bien les choses et mesurons bien la chance que nous avons de pouvoir faire de Saint-Maur une ville, encore une fois, exceptionnelle, apaisée, où chacun trouve sa place de façon sereine. Et j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai besoin que chacun cède, en fait, dans cette affaire. Et je pense que le faire nous permet ensemble d'avancer. J'ai été un peu long, mille excuses. Anita d'Horizon Dupuis, avec la création des zones bleues, je peux désormais me garer dans mon quartier d'Adanville. Pouvez-vous me confirmer que vous allez les maintenir? Oui, les zones bleues seront maintenues. Alors, elles seront maintenues, puis vous savez que parfois même, on peut, lorsque une rue la demande, quand tous les habitants d'une rue le demandent, ben, on peut les étendre. Alors aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé au bon équilibre. Mais les zones bleues, oui, c'est un des dispositifs de la ville apaisée, avec également la navette municipale qu'on a inaugurée d'ailleurs aujourd'hui, avec devant les écoles, les rues qui désormais seront interdites aux véhicules le matin, le midi et le soir pour permettre aux enfants de sortir tranquillement et sereinement. C'est au bord de Marne la mise en place des barrières désormais définitives pour permettre des week-ends et des dimanches apaisés. Tout ça participe d'une ville où on partage l'espace tranquillement et sereinement. Jean-Louis Jurquet, bravo pour votre action. Merci Jean-Louis. Ma question, pourriez-vous nous en dire plus sur le centre d'émergement d'urgence qui sera tenu par Emmaüs? Ah, alors là, on change complètement de sujet. Alors, il y a un centre d'hébergement d'urgence qui va être installé par l'État sur les terrains qui sont les siens, sur les terrains qu'on appelle dits de l'Observatoire. Alors, ce n'est pas sur tous les terrains de l'Observatoire. Vous savez que cette parcelle d'Observatoire, dans notre PLU, nous l'avons classée en zone naturelle et sportive. L'État m'a fait savoir, si je refais la chronologie, il y a maintenant plusieurs semaines qu'il souhaitait rééquilibrer. Ne me demandez pas exactement ce que ça signifie parce que les questions à ce sujet de l'État, les réponses ont été assez obscures, mais rééquilibrer entre l'Ouest et l'Est les hébergements d'urgence et recherchait des parcelles appartenant à l'État. Sur le terrain de l'Observatoire, les chercheurs sont partis définitivement à la fin 2019. La ville a souhaité pouvoir s'en porter acquéreur, notamment pour organiser une zone naturelle et sportive. L'État m'a fait savoir en décembre qu'elle souhaitait implanter sur les baraquements, et uniquement sur les baraquements verts quand vous y allez, un centre d'hébergement d'urgence comprenant en lien avec Emmaüs. J'ai depuis communiqué avec les riverains. J'ai eu plusieurs réunions, j'ai écrit aux riverains pour dire que même si ce n'était pas ma décision, il m'appartenait de les prévenir parce que je n'avais pas laissé l'État continuer à avancer. J'ai également expliqué aux riverains que la démarche qui consistait à avoir à cet endroit-là, et uniquement sur une petite partie de la parcelle, dans les baraquements de logements d'urgence, où ce ne sont pas des personnes en situation régulière, ce ne sont pas des mineurs isolés, ce sont des personnes qui
j'allais dire, des personnes, enfin, d'ailleurs, je crois qu'on peut le dire ainsi, hein, ce sont des personnes en situation de grande détresse qui passent les nuits dehors et qui ont besoin d'être réinsérées, eh bien, le faire avec une association comme Emmaüs, qui a, si je puis dire, pignon sur rue, mais qui a un savoir-faire pour accompagner, était à la fois ça permettre à Saint-Maur de prendre sa part de responsabilité dans l'urgence sanitaire et sociale qui existe dans le pays et qui existe à Saint-Maur et qui existe en Val-de-Marne. C'était aussi se permettre d'avoir un dispositif qui soit contrôlé. Alors je sais très bien les mois que ça conduit. J'ai besoin, pour agir et obtenir les garanties de l'État, d'être soutenu par chacun d'entre vous, y compris par ceux qui sont les plus inquiets et qui sont vraiment en bordure. Certains m'ont dit, mais il faut absolument refuser. En fait, l'État est chez lui et les baraquements existent. Donc le sujet de refuser, une fois qu'on aura refusé, mis des camions et empêché tout le monde d'y aller, on va se retrouver dans une situation où, outre le fait qu'on sera condamné, après tout c'est le maire qui sera condamné, vous me direz c'est pas très grave, c'est surtout qu'après on a une situation que plus personne ne contrôle, en tout cas certainement pas la ville. Et donc j'ai besoin à la fois de la réaction des habitants, et qui me disent, qui peuvent m'écrire, mais qui me soutiennent en me disant, Monsieur le maire, on ne veut pas que cette parcelle se transforme en centre d'hébergement massif. On souhaite conserver une zone naturelle, on souhaite conserver la possibilité de s'y promener, d'avoir un projet à long terme. J'ai besoin de cette demande. J'ai besoin aussi de ceux qui sont plus favorables et qui ont envie d'aider, qui se manifestent, pour qu'on puisse, avec l'État, avoir un dialogue et obtenir un certain nombre de choses. Aujourd'hui, la ville, par exemple, ne possède ni la convention, ni le cahier des charges qui va régir ce centre d'hébergement d'urgence géré par Emmaüs sur le site de l'Observatoire. Eh bien, tous ensemble, je pense que nous pourrons l'obtenir. Mais il faut faire attention, et là je le demande, mais je recevrai les riverains à nouveau, et je recevrai les riverains dans un deuxième temps avec l'ensemble des parties prenantes, notamment l'État et Emmaüs, pour que toutes les questions puissent être posées, mais également pour que la ville puisse appuyer et relayer l'ensemble des demandes des riverains. C'est un sujet, compliqué, parce que la première réaction est forcément une réaction un peu de stupéfaction, c'est le moins qu'on puisse dire, et je comprends même d'émoi lorsqu'on considère les discussions que j'ai pu avoir avec les riverains. Mais c'est aussi notre façon de travailler avec l'État pour, sinon accompagner, en tout cas être sûr que nous ayons un contrôle et un regard sur ce qui va s'y passer et que la destination future du terrain soit bien une destination qui rende aux Saint-Mauriens un espace naturel exceptionnel et que les règles d'urbanisme de la parcelle soient respectées. Les Emmaüs, d'après ce que l'on sait, et encore une fois, nous n'avons ni la convention ni le cahier des charges. C'est des demandes récurrentes que nous n'avons pas encore obtenues de la part de l'État, mais ce que l'on sait, c'est que Emmaüs a signé une convention avec l'État, comme tout le temps dans ces cas-là, de 15 ans, et que c'est 80 chambres qui seront, un peu moins de 80 chambres, qui seront restaurées dans les bâtiments verts, avec une cantine sur place, et que ce sont des réinsertions. Ça veut dire que les personnes restent quelques semaines tout au plus. Les travaux ont commencé. Les premiers arrivants, une vingtaine, devraient arriver d'ici le mois de mars ou d'avril. Voilà ce que je peux vous dire et ce que je sais et ce que je dois vous dire sur le sujet. Alain Mérigot, vous avez créé une navette électrique, passe-t-elle par les marchés? Oui, nous avons créé donc une navette électrique qui a un circuit de 22 arrêts. Elle passe presque par tous les marchés. Elle passe parfois à proximité, par exemple le marché d'Hydro, en fait, la navette passe à proximité du marché d'Hydro, même si elle ne s'arrête pas spécifiquement au marché d'Hydro. En revanche, elle passe bien par d'autres marchés de la ville, et notamment les plus grands,
tout au cours de la semaine. Hein, c'est une navette qui est ouverte aujourd'hui à ceux qui sont détenteurs d'un pass senior. C'est le pass senior qui est distribué, enfin qui est alloué par la ville, et aux personnes handicapées. C'est de 9h30 à 17h30 tous les jours, un circuit qui fait 45 minutes, et donc 2 navettes se suivent de telle sorte que on ait une rotation suffisante. Ça participe de la ville apaisée. Willy Pelat, où en sommes-nous du désendettement? On passe encore complètement à autre chose. La trajectoire 2014-2020 sera-t-elle tenue malgré la fin de la taxe d'habitation et la multiplication de logements qui ne généreront pas de taxe foncière? Ah. Alors là, il y a plusieurs questions dans l'une. Alors, est-ce que notre trajectoire financière est maintenue? La réponse est oui, et nous sommes bien sur aujourd'hui une trajectoire de désendettement assez forte, même très forte, et on doit arriver, comme je l'avais indiqué, en 2025 à nos objectifs. Et je pense même que d'ici 2022, nous passerons sous la barre des 200 millions. Je vous rappelle qu'en 2014, nous étions à 248. Mais dans votre question, il y a deux autres questions. Il y a malgré la situation. Alors malgré la situation, c'est vrai que peu à peu, lorsqu'on regarde la situation de la pandémie, ce sont les villes, et là c'est la commune qui paye le centre de vaccination, qui paye le centre de test, qui a payé les masques, enfin bref, tout un tas de choses. Si au début on se disait, bon, ben, on va l'absorber, petit à petit, la dépense commence à être assez importante, et les collectivités, à aujourd'hui, si on prend les masques par exemple, ont été remboursés à peine, en tout cas c'est les cas de Saint-Maur, hein, à peine 40% du coût. Donc ça commence à peser. On ne peut pas considérer que ça pèse au point de devoir réétudier et réinterroger notre trajectoire budgétaire. En revanche, ça pèse au point de réinterroger nos dépenses de fonctionnement et les affectations des dépenses de fonctionnement, parce que voilà, c'est quand même quelques centaines de milliers d'euros, peut-être même millions d'euros qui vont, à la fin de l'année 2021, peser sur les comptes. Mais vous posez une autre question qui est très pertinente, c'est la TH, la taxe d'habitation. Et notamment, le lien que vous faites avec les logements sociaux. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde est saisi. Je vais essayer d'expliquer assez rapidement. Un bailleur social ne paye pas de taxe foncière pendant 15 ans. C'est-à-dire, quand on construit un logement social, il n'y a pas de taxe foncière. Et la personne qui va venir habiter, la nouvelle personne qui va venir habiter, ne paye pas de taxe d'habitation. Ce qui signifie que si on devait avoir un rythme exponentiel de construction des nouveaux habitants, la question du financement des équipements pour accueillir les nouveaux habitants se poserait de façon très aiguë. En fait, on serait incapable de financer ces nouveaux équipements. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans notre PLU, j'ai limité volontairement l'objectif démographique à 83-85 000 habitants, parce que c'est une jauge qu'on a déjà connue par le passé, mais que j'ai également limité, avec l'accord de l'État, dans le contrat de mixité sociale, à 12% le nombre de logements sociaux. C'est-à-dire une progression quand même importante, puisque aujourd'hui nous sommes à un peu moins de 9%. Pourquoi la limiter? Parce que ça me permet d'absorber budgétairement ceux qui arrivent et les accueillir dans de bonnes conditions. Quand des habitants arrivent, s'il y a des enfants, il faut les accueillir dans les crèches, puis dans les écoles, puis ensuite le collège, même si ce n'est pas la ville, même si c'est le département, il faudra bien à un moment donné construire des classes, et puis ensuite au lycée. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Une classe d'école primaire, c'est de l'ordre de 750 000 euros d'investissement, uniquement en investissement. Donc imaginez ceux qui veulent nous faire atteindre 25% de logements sociaux, c'est-à-dire une construction massive et rapide, ce que ça suppose pour la collectivité d'investissement. Et dès lors qu'on n'a pas de ressources, ni de taxe d'habitation, ni de taxe foncière, on se retrouve dans une situation
inextricable. Et il y a des villes en Val-de-Marne qui se trouvent dans cette situation. Des villes où des maires ont beaucoup construit sans se préoccuper de la façon d'investir et d'accueillir, et qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations abracadabrantesques. Et je ne citerai pas de villes, mais vous allez y retrouver facilement. Ce sont d'ailleurs des villes avec des maires avec qui je m'entends très bien et qui se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée aujourd'hui. La question est excellente. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je vais attaquer la décision de l'État de vouloir construire toujours plus à sa mort. On ne peut pas construire sans les ressources qui vont avec. Bernard Bory, bonjour. Comment se fait-il que le samedi, jour de marché et zone piétonne, les cyclistes ne posent pas pied à terre au début de la zone? Vous savez, là je vais me mettre quelques personnes à dos, mais bon, les cyclistes, comme les automobilistes, en fait, veulent aller devant leurs commerçants avec leur vélo. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de respect, de respecter et de se respecter. Cette fameuse ville apaisée. Comment se fait-il? C'est pas normal. C'est pas normal que dans une zone piétonne, une zone piétonnisée, le vélo se croit au-dessus des autres. Chacun doit comprendre que on doit protéger le plus fragile. Le plus fragile, c'est le piéton. Qu'on soit à vélo, en trottinette, en scooter, en voiture, le plus fragile, c'est le piéton. Et tout doit partir de cette responsabilité, de cette sécurisation. On doit d'abord imaginer que l'on protège le piéton. Et une ville apaisée, c'est une ville où on est capable, de façon très naturelle, de respecter ce principe-là. Il ne s'agit pas de cumuler les interdits, il s'agit d'organiser l'espace public pour que chacun puisse, de façon certaine, y évoluer de façon la plus sereine possible et apaisée. Et c'est pas normal au début d'une zone piétonne, eh bien, les vélos ne mettent pas pied à terre. C'est pas normal. Et c'est pas normal, d'autant qu'on a quand même développé, notamment sur les marchés, de l'espace pour que les vélos puissent se stationner. Gilbert Neus, bonjour monsieur le maire, envisagez-vous d'installer des composteurs publics dans les jardins de Saint-Maur? Pour dire la vérité, non, ça ne m'était pas encore. Enfin, c'est pas que les discussions ne soient pas arrivées, par exemple, même si ce n'est pas des composteurs, par exemple, pour les sapins, ça fait déjà quelques années, la deuxième, troisième année, qu'on fait en sorte de pouvoir regrouper dans les parcs publics le dépôt des sapins après Noël. Pour les composteurs, alors aujourd'hui, ce n'est plus une compétence de la ville, d'ailleurs, c'est une compétence de l'établissement public territorial. Mais au fond, peu importe, le lien se fait. Mais nous avions lancé la mise en place des composteurs pour ceux qui ont des jardins, et c'était des dotations gratuites. Et le travail dans les jardins n'est pas encore arrivé à terme. Loin s'en faut, tout le monde n'a pas un composteur. Est-ce que j'écarte l'idée d'avoir un composteur dans les espaces publics? Non, je ne l'écarte pas a priori. C'est une piste que l'on peut travailler. En tout cas, merci d'avoir suggéré. Je ne l'écarte pas parce que ça peut être utile. Reste à savoir comment ensuite on fait en sorte que le compost puisse être utile et dans de meilleures conditions et à chacun. Mais voilà, je prends cette suggestion très utile en rappelant aussi à ceux qui ont un jardin qui peuvent disposer d'un compost, enfin d'une boîte à compost plutôt, d'un composteur dans leur jardin. Daniel Poulain, à quand la suppression des priorités à droite si dangereuses? Eh bien en fait, je ne vais pas supprimer, je suis désolé, monsieur Poulain, mais je ne vais pas supprimer les priorités à droite. Dans la ville apaisée que l'on imagine, et dans la ville apaisée qui est celle de Saint-Maur, parce que c'est sa construction historique, il y a très peu de stop, très peu de feux rouges à Saint-Maur. Précisément parce qu'on ne souhaite pas créer des lampes de lancement ou des rues où on roule très vite en étant sûr qu'aucune intersection ne viendra ralentir la vitesse. Lorsqu'on est
Si on prend un des grands axes, je ne sais pas si on est sur l'avenue Foch, par exemple, si on prend l'hypothèse que toutes les rues qui arrivent de droite, qui sont des petites rues, par exemple, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, Solferino, Réunion, prenons l'hypothèse que vous mettiez des stops, eh bien vous êtes sûr que la voiture sur cette avenue-là va aller très vite, étant sûr qu'il n'y a pas de priorité à respecter. Dans un espace où on veut être apaisé avec une vitesse apaisée, comme ça existe dans d'autres pays plutôt au nord, hein, eh bien, les marquages et les priorités ne sont pas précisément la priorité. Il faut être attentif au respect les plus naturels et les plus fondamentaux du code de la route. Et la priorité, elle est à droite. Ce qui permet de cadencer, de rythmer la circulation en ville. Donc je sais que c'est contraire à ce que font d'autres villes où les feux rouges ou les stops se multiplient. Mais là où les feux rouges et les stops se multiplient, la vitesse augmente aussi beaucoup parce qu'il n'y a plus euh, aucun, aucune limite au lancement. Et je dois dire que les accidents de la route pour la vitesse sont précisément sur les axes où on a une grande ligne droite. Je pense par exemple à l'axe Chenevière, pont de Chenevière jusqu'à l'Étincelle, hein, donc jusqu'à Balzac, où le soir là, c'est un rodéo. Eh bien, avec le département du Val-de-Marne, nous avons trouvé la possibilité d'aménager dans quelques semaines. Vous verrez un aménagement. Et cette ville apaisée en zone 30, cette ville apaisée en espace à 30 km/h, pardon, eh bien, verra des aménagements de cette même nature. Non pas des dodanes, mais bien des aménagements de telle sorte qu'on puisse, à 30 km/h, respecter l'ensemble du code de la route et l'ensemble de ceux qui utilisent l'espace public. Ben Clap. Le passage des bords de Marne, proche du pont de Bonneuil, ne permet pas le passage pour les handicapés. Pensez-vous que cela pourrait être refait? Le trottoir est cassé et un fauteuil ne peut pas descendre. Ok, très bien. Je vois bien la situation qui d'ailleurs est très raide. Ok, merci beaucoup de me le signaler. Je vais regarder comment est-ce qu'on peut organiser cela. Merci. Marilo, allez-vous maintenir la fermeture des rues des écoles? Oui, dans le dispositif de la ville apaisée, il y a les 30 km/h, il y a la navette électrique, il y a des espaces devant l'école qui seront bien fermés. Vous allez avoir, et ça a commencé aujourd'hui, des barrières qui seront plus des barrières dites Vauban, vous savez, qu'on retire sans cesse, mais des barrières amovibles, des barrières sur bras, qui vont permettre de rendre définitif ce dispositif. On a laissé, à la fois peut-être par confort et puis parce que les choses n'étaient pas comme ça il y a quelques années, on a laissé peu à peu les voitures envahir le tour des écoles. Et je jette la pierre à personne, mais on voit le matin parfois des personnes peut-être isolées, mais quand même suffisamment nombreuses, vouloir impérativement aller jusqu'au portail de l'école en voiture, avec les risques que ça comporte. C'est vrai qu'au départ, le fait que nous ayons interdit et rendu la rue aux écoliers, c'est une disposition dans le cadre de Vigipirate, mais je pense que c'est une bonne disposition. Aujourd'hui, on voit les enfants sortir de façon plus apaisée, pouvoir prendre l'espace qui est devant l'école. Alors bien sûr, on a encore des points d'ailleurs à améliorer, hein. Je pense à l'école du centre, je pense à Michelet, parce que là, on est sur des grands axes et c'est compliqué. Mais on doit faire en sorte que autour des écoles, ça soit sacralisé pour que les enfants puissent très facilement sortir, aller dans le square qui est le plus proche, et puis ne pas être tétanisé par les voitures qui passent à des vitesses folles. Et donc, voilà, à Saint-Maur, on a 25 groupes scolaires, et on est sur des groupes scolaires qui sont à distance de marche des habitations. Donc, c'est peut-être un effort supplémentaire. Tout à l'heure, j'ai une question qui m'a été posée sur les contraintes pour les parents. Ça, c'est une contrainte, mais je pense, moi, que c'est aussi un moment privilégié que, quand on peut le faire, d'emmener son enfant à pied à l'école. Tous les matins, c'est 5-10 minutes de relation assez exceptionnelle avec les enfants. Et je le vois, moi, tous les matins sur la ville, des habitudes qui changent et des moments qui sont
des moments assez précieux pour les familles. Donc la réponse est oui, nous allons le maintenir. Hervé Recher, la police municipale a été armée. Le centre de supervision urbain a démontré son efficacité. Pourquoi avoir renforcé les dotations de matériel de la police? En fait, sur ce sujet-là, on me fait un peu tous les reproches. On me dit que j'équipe trop. C'est vrai que je viens de changer les armes des policiers municipaux. C'est vrai que je continue à mettre des caméras parce que j'ai considéré qu'il en manque à certains endroits. euh, et qu'on continue à développer le centre de supervision urbaine. Euh, j'ai euh, j'ai fait adopter il y a maintenant 5 ans une nouvelle doctrine en matière de sécurité dans l'espace public avec la police municipale, la police nationale, le procureur de la République et puis tous les acteurs de la sécurité en 3 points. Premier point, la vidéoprotection. Ça permet de regarder ce qui se passe sur la ville, à la fois d'être en amont pour pouvoir intervenir quand on peut, et d'être en aval, notamment dans l'aide pour les enquêtes judiciaires lorsque c'est nécessaire. Et ce centre de supervision urbaine a des caméras. Aujourd'hui, on a un peu plus de 160. On en aura autour de 180, peut-être 190 d'ici 18-24 mois. Et c'est un dispositif qui est extrêmement efficace, qui permet de faire des flagrants délits, qui permet aussi d'aider la police nationale a posteriori, après un délit, et à résoudre un nombre d'affaires. Et c'est vrai qu'on a eu à Saint-Maur des sacrés succès, sachant, faut que vous sachiez que le centre de supervision urbaine, il est piloté par la ville, par la police municipale, mais dès lors qu'il y a un incident et que la police nationale nous le demande, à ce moment-là, nous basculons le dispositif de caméra vers le centre de la police nationale, de telle sorte que les deux polices puissent coordonner leurs efforts. Donc d'abord, savoir ce qui se passe sur la ville. Deuxièmement, être capable d'intervenir. Et donc j'ai fait en sorte que la police municipale, qui comprenait à la fois des policiers municipaux et de ce qu'on appelle des ASVP, soit réorganisée. Ceux qui interviennent, les policiers municipaux, ils sont aujourd'hui à un peu plus de 40, en armes, avec, c'est vrai, des nouveaux armements et nouveaux matériels, prêts à intervenir, et cela 24 heures sur 24. Alors on me dit souvent, ben oui, il n'y a jamais personne. On est l'une des seules polices municipales qui intervenons 24 heures sur 24. Et nous sommes aujourd'hui la plus grosse police municipale du Val-de-Marne. Et puis, un troisième dispositif, un troisième pilier, c'est Saint-Maur Proximité. Saint-Maur Proximité, c'est ceux qui sont à la sortie des écoles, c'est ceux qui verbalisent d'ailleurs sur les zones bleues, mais aussi ceux qui, pendant le confinement, sont intervenir pour porter secours, assistance et parfois des repas aux personnes les plus démunies, les plus fragiles, les plus isolées et qui étaient dans des situations de détresse. Et donc, c'est les 3 points, les 3 piliers de la doctrine à Saint-Maur, et je continuerai dans ce sens-là. C'est vrai que c'est un investissement, c'est vrai que c'est assez singulier, parce que aujourd'hui c'est une doctrine qui est établie et qui peut être l'exemple pour d'autres, mais je compte bien encore accentuer ce dispositif-là. Ça participe aussi d'une ville apaisée, la sécurité pour tous. François Wedman, monsieur le maire, que comptez-vous faire contre les stationnements sauvages et voitures et motos sur le trottoir? Oui, ça c'est vrai que c'est une des conséquences aussi de l'augmentation de l'espace public, c'est qu'on a Alors, sur les voitures, sur les trottoirs, lorsqu'on les identifie, on verbalise. Et c'est le cas aussi pour les motos. Moi, je veux pas non plus. J'en appelle aussi au respect, à la responsabilité des uns des autres, hein. Je veux pas être le premier flic de Saint-Maur, c'est pas mon rôle. Mais quand on les identifie, quand on sait que c'est récurrent, à ce moment-là, on verbalise. De la même façon qu'on retire un certain nombre de voitures. Alors parfois, ça peut être un peu plus long parce qu'il faut qu'on les identifie et que le service saisi soit le bon. Mais lorsque on a des véhicules qui stationnent sauvagement et durablement, on les fait retirer. Nous avons augmenté de façon significative le marché qui permet de le faire.
Émilie Maurice, les toilettes de l'école Michelet sont apparemment très sales, ce qui est ce qui est inquiétant en période de Covid. Pouvez-vous agir? Oui, merci de me le dire. Si, alors, vous me dites apparemment, donc il y a une petite incertitude, mais ceci dit, je prends votre demande et votre question pour action immédiate. Merci beaucoup. Merci de cette question. Valérie Yanis, survol de Saint-Maur défaussé par les avions. Là, on a un sujet qui est récurrent à Saint-Maur depuis de longues années. Saint-Maur a toujours été en pointe. Ça participe aussi de la ville apaisée d'ailleurs, hein, sur la bonne utilisation des voies et des pistes à Orly. Il y a 2 ou 3 jours, hein, il y a eu, pour des raisons de sécurité, un survol de Saint-Maur, une utilisation autre qu'habituelle des pistes. On est très attentif à ce sujet-là. On a obtenu avec d'autres collègues maires, on était très nombreux, que le plan d'exposition le plan d'exposition sonore du bruit, pardon, soit revu par le gouvernement parce qu'il souhaitait pouvoir étendre son plan. Et quand on étend son plan, on passait de 3000 à 16 hectares. Ça signifie qu'on souhaite aussi augmenter le trafic. Et nous ne souhaitons pas que Orly augmente son trafic. Surtout qu'aujourd'hui, chacun sait que les vols intérieurs sont loin de faire le plein et surtout qu'on imagine très bien la réforme très profonde sur les vols intérieurs. On sait que Roissy va s'agrandir. Donc on est aujourd'hui extrêmement attentif à ce qu'il n'y ait aucun accroissement. Et on demande, avec l'ensemble des collègues maires, hein, nous sommes quand même maintenant, je crois, une cinquantaine dans ce collectif, à ce que la durée du couvre-feu soit allongée pour qu'on ait au moins 12 heures de tranquillité. Je pense que sur la question d'Orly est une question centrale, pas que pour Saint-Maur, c'est une question centrale d'aménagement sur l'ensemble des territoires essonniens et Val-de-Marnais. Et donc on continuera à se battre à chaque fois qu'il le faut. Michel Terjman, pensez-vous que l'information sur les 30 km/h est assez connue des non-samoriens qui vont traverser la ville? Écoutez, on est au premier jour des 30 km/h. Est-ce que c'est assez connu? Non. Est-ce que quand vous utilisez Waze, il y a marqué 30 km/h? Non, pas encore. Est-ce que sur le GPS, il y a déjà 30 km/h? Non, pas encore. Mais un peu partout sur la ville, je crois qu'on a 150 panneaux 150 panneaux d'information qui sont disponibles pour les Saint-Mauriens et pour ceux qui traversent en disant attention, ici 30 km/h. Je compte moi beaucoup sur les 80 000 Saint-Mauriens, les enfants, les parents, pour que chacun ait à l'esprit que c'est limité à 30 km/h. Bien sûr, tout à l'heure, on posait la question pour les motos et les vélos et les voitures qui sont abusivement sur les trottoirs. Et d'ailleurs, c'est une question, hein, le stationnement sauvage et le règlement du stationnement, ça va dans le plan de circulation que nous aurons à mettre en place avec la commission qui est présidée par Germain Rush, qui est maire adjoint en charge de ce sujet. Mais nous avons sur l'information beaucoup de travail à faire, mais il faut que chacun se rende compte qu'une limitation à 30 km/h, ça veut dire que lorsqu'on est à 60, on est en excès de très grande vitesse. Donc je pense, moi, que nous devons promouvoir, chacun d'entre nous, cette réglementation avec toute la responsabilité à la fois du respect du code de la route et de l'idée que ça fera de Saint-Maur une ville parfaitement apaisée. Et que chacun, Michel Torjman, a un rôle à jouer, un rôle pédagogique à jouer. Mais non, on n'est pas encore au sommet de l'information et dans les jours qui viennent, on va avoir encore un travail, même dans les semaines qui viennent, un travail d'information auprès de tous les Saint-Mauriens et à l'extérieur par de la signalisation adéquate. Patricia Dorigo, bonsoir. Pourquoi laisser la main aux promoteurs pour des constructions d'immeubles non destinés à des logements sociaux dans les quartiers résidentiels pavillonnaires au détriment également de la végétation? Je ne sais pas bien ce que vous appelez laisser la main aux promoteurs.
en fait, un promoteur, qui soit bailleur social ou en accession à la propriété, on ne lui laisse pas la main. Il y a un PLU qui l'applique. Il ne se fait pas en dehors des règles d'urbanisme et les permis de construire ne sont pas en dehors des règles d'urbanisme. Donc je ne suis pas sûr de bien saisir votre question. Mais pour remettre les choses, je peux peut-être deviner un peu ce que vous souhaitez dire. Dans les quartiers pavillonnaires, la limite est à 10 mètres au faîtage, c'est-à-dire l'équivalent d'une maison avec un rez-de-chaussée, un étage et un comble. Et ça, c'est sur 85% du territoire. Seuls 15% du territoire est concerné par des immeubles de 4 étages. Ce sont nos grands axes. Alors, après, est-ce que ce qui se construit vous convient ou pas? Je veux dire, c'est un peu autre chose, mais on ne laisse pas la main aux promoteurs. Les promoteurs doivent non seulement respecter le PLU, mais doivent également respecter des contraintes de qualité constructive, avec de la pierre, avec du zinc, avec des scieries qui sont de bonne aloi, avec de la pleine terre. Si vous êtes si vous êtes en secteur pavillonnaire, on est obligé d'avoir au moins 50% de pleine terre. Au moins 50% de pleine terre. Vous ne pouvez construire que dans la bande des 20 mètres, etc., etc. Donc, dire qu'on leur laisse la main, c'est assez inexact. Et d'ailleurs, c'est une des confrontations qu'on a avec l'État. C'est que l'État dit justement, vous devez, et nous souhaitons, que les promoteurs, qu'ils soient bailleurs ou privés d'ailleurs, hein, puisque la règle de logements sociaux s'applique dans le privé et comme dans les bailleurs sociaux. Puisque quand on fait un immeuble, on doit faire 30% de logements sociaux dans chaque immeuble dépassant 8 logements, 800 mètres de SDP ou 12 logements. Donc on ne laisse pas la main aux promoteurs, au contraire. Et l'État nous dit exactement l'inverse. Il nous dit, mais vous devriez encourager, encourager la construction partout, en hauteur, plus dense. C'est exactement l'inverse qui se passe à Saint-Maur. Et ils nous prennent parfois, d'ailleurs, à la fois pour des irréductibles et à tort, parce qu'on fait du logement social. Mais surtout, ils ne comprennent pas notre PLU, alors même d'ailleurs que l'État l'a approuvé. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que Saint-Maur, et le maire de Saint-Maur, ne veut pas d'une ville à 100 000 habitants. Ils nous disent, mais monsieur le maire, après tout, si vous êtes maire d'une ville de 100 000 habitants, vous seriez quand même un des grands maires d'Île-de-France. En fait, ça ne nous intéresse pas, nous, à Saint-Maur. Ça ne nous intéresse pas. Et on ne laisse pas la main au promoteur. On nous dit, l'État dit au contraire qu'on ne construit pas assez vite et pas assez social. Ce qui est un peu fort de café lorsqu'on voit ce qui s'est passé. Donc voilà, peut-être avez-vous une question plus précise sur le sujet, mais dire qu'on laisse la main au promoteur, on a le PLU le plus restrictif du Val-de-Marne. Le plus restrictif. Et même l'État, même les décisions de l'État de reprendre les autorisations d'urbanisme à la ville ne permettra pas de contourner notre plan local d'urbanisme, qui a été approuvé. Et à chaque fois qu'il faudra, d'ailleurs, nous porterons devant les tribunaux le respect du plan local d'urbanisme et les qualités constructives. Bon voilà. Donc peut-être aurez-vous à préciser les choses dans une question ou peut-être ultérieurement dans une question plus personnelle par écrit. Ah, à nouveau Hervé Récher, encore deux questions si vous le permettez. La ville a racheté le cinéma 4 Delta. Pensez-vous qu'il pourra rouvrir en 2021? Et si je peux me permettre, où en est le projet d'aménagement de Champignol sur l'actuel parking devant le RER? Bon, alors moi je vous permets à tout, hein, mais il y a deux questions. Sur l'ensemble des activités culturelles à Saint-Maur, que ce soit le CRR, je salue tous les musiciens et les professeurs d'ailleurs, qui avec beaucoup de patience continuent à essayer de faire vivre le CRR et font vivre le CRR et donnent les cours. Que ce soit le théâtre, où une formidable saison théâtrale était prévue et qui a dû être annulée, ou nos deux cinémas, les 4 Delta et le Lido, la ville continue à maintenir et les subventions et les équipements pour que dès que nous pourrons rouvrir, eh bien nos équipements rouvrent au grand public. Est-ce qu'on pourra ouvrir en 2021? Bien malin qui peut le dire. En tout cas, le jour où on pourra, nous serons prêts.
Sur le parking dit de Champignol, en fait, hein, c'est un parking en plein air qui se situe près de la gare de Champignol. Eh bien, le projet avance, suit son chemin, avec des négociations maintenant avec la RATP, avec l'État. Mais nous aurons, je pense, la possibilité d'ici l'été. Alors, si tu dis l'été, ça peut paraître un peu long, mais vous savez, dans la situation actuelle, sur un projet d'aménagement de cette nature, c'est loin d'être loin, si je puis dire, d'avoir une esquisse définitive qui nous permettra d'aller ensuite vers les autorisations d'urbanisme. Donc le projet qu'on vous a présenté est toujours d'actualité. Patricia Toraval, Patricia Toraval de Lecroix. L'épicerie solidaire fonctionne-t-elle toujours pendant la crise sanitaire? Bah oui, oui. Oui, et d'ailleurs, pendant la crise sanitaire, là aussi, hein, c'est l'épicerie solidaire, on a fait le choix d'être avec une association Terra Noé et de s'associer aussi avec toutes les associations caritatives de la ville. Alors, j'ai forcément oublié, mais c'est Saint-Vincent-de-Paul, le Secours populaire, le Secours catholique. Tous ceux qui concourent, la Croix-Rouge bien sûr, tous ceux qui concourent à ce travail, à ce travail quotidien de proximité sociale, de solidarité de proximité. Et elle a eu un rôle très important de distribution, notamment de denrées alimentaires, pendant la crise et au plus fort du confinement. Et ça continue. Et lorsqu'il y a des collectes pour la banque alimentaire, n'hésitez pas à en donner parce que beaucoup vont à l'épicerie solidaire, même si en ce moment c'est un peu compliqué ce genre de dispositif caritatif, mais la ville continue à suivre, à soutenir, et c'est une très belle épicerie solidaire. À quand les toilettes en bord de Marne? Je ne je n'arrive pas à voir qui pose la question, mais bon, pardonnez-moi, on a un sujet de toilette. C'est C'est comme ça. On a suivi les toilettes. C'est-à-dire que, au départ, on imaginait pouvoir intégrer, je vous raconte un peu le dessous des choses, mais après tout, si c'était une réunion publique et réunion de quartier, je vous répondrais de la même façon. Donc, euh, au départ, on imaginait pouvoir intégrer dans le marché de mobilier urbain les toilettes sur les bords de Marne et sur les places. Pour des raisons juridiques, on n'a pas pu le faire. Et donc, il a fallu repasser à un nouveau dispositif de marché public. Donc, voilà, on espère en avoir d'ici quelques temps. Le marché public n'est pas encore arrivé à son terme. Donc, ça prend du temps, je suis désolé. Il ne faut pas imaginer non plus que sur les bords de Marne, nous aurons une succession de toilettes publiques, hein. On en aura, mais on ne va pas en avoir une succession parce que ça n'a pas non plus vocation à être la promenade des toilettes, hein. Mais en revanche, j'ai tout à fait conscience que c'est utile et donc ça jalonnera des espaces qui permettront de nous accueillir dans des conditions d'intégration à nos bords de Marne. Nicotrec, quel projet pour le local désaffecté au Vieux Saint-Maur? Ah, ce local désaffecté Vieux Saint-Maur, si on parle bien du même, hein, c'est celui qui est vraiment sur la place d'Armes. Écoutez, après des années, c'est vraiment après des années, la ville a signé il y a, je crois que c'est Pierre-Michel Delecroix, le maire adjoint en charge des affaires d'urbanisme, a dû signer il y a allez, quelques jours chez le notaire l'appropriation par la ville de ce local. Donc maintenant, on va pouvoir enfin réfléchir, déjà le nettoyer et à son devenir. Donc on n'a pas, à ce stade, défini exactement ce que ce serait, parce que la bataille pour pouvoir le récupérer, on a eu beaucoup de projets là-haut, hein, mais la bataille pour récupérer était tellement long que chacun des projets a fini par se faire ailleurs. Donc maintenant que nous l'avons récupéré, on va enfin pouvoir le traduire à des projets qui arriveront, soit en relation avec le comité de quartier, soit en relation avec la société du Vieux-Saint-Maur. Bon, on réfléchit à ça et on vous tiendra informé, mais il n'y a pas de projet au moment où je vous parle définitif. Mais d'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez surtout pas à nous le dire.
Laurent Meyer, comment accompagnez-vous les commerçants et restaurateurs dans la crise en continuant à consommer? La première chose que nous devons faire, et nous l'avons dit et redit d'ailleurs, hein, il faut continuer à aller chez les commerçants qui sont ouverts et les restaurateurs qui sont parmi vraiment les punis de cette pandémie, hein. Euh, Pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même parmi ceux qui souffrent le plus. Eh ben, on essaye de les accompagner du mieux que l'on peut. Alors, que faisons-nous? D'abord, on a recensé tous ceux qui le souhaitaient, hein. On a recensé tous ceux qui faisaient à emporter et à livrer. Et vous retrouvez sur le site de la ville et sur le Facebook de la ville régulièrement les mises à jour de tous ceux qui peuvent vous livrer ou faire du à emporter. Ça permet de mettre à disposition les moyens de communication de la ville pour les restaurateurs. On permet, et je pense que c'est novateur, nous avons été les premiers à le faire en Ile-de-France. Nous avons fait des carrés pour les restaurateurs sur les marchés, les restos-marchés, qui permet d'accueillir sur un carré, c'est à Adanville, des restaurateurs qui viennent le samedi présenter ce qu'ils ont à emporter, se faire connaître aussi. Donc voilà, on essaye de les accompagner dans toutes leurs actions, de relier aussi les démarches et les possibilités d'aide qu'ils peuvent recevoir de la part de l'État, de la région Île-de-France, qui fait beaucoup pour aider les restaurateurs. Et puis, on a fait aussi en sorte que, bien sûr, aujourd'hui, on dirait que ça n'a plus de sens puisqu'ils ne peuvent plus du tout être ouverts, mais sur l'année 2020, au petit moment d'ouverture, eh bien, nous avons rendu gratuites toutes les terrasses. Et si d'aventure, demain, il en a été de même, si on pouvait réouvrir les terrasses, eh bien, les terrasses seraient à nouveau gratuites pour les restaurateurs. Donc, on les accompagne au quotidien avec un service public municipal qui est également extrêmement présent. Donc voilà. Mais allez et continuez à consommer autant que vous pouvez chez nos restaurateurs, parce que vraiment, ils le méritent bien, et chez nos commerçants, bien entendu. Guillaume Vieira, peut-on imaginer de nouveaux parcs à chiens? On peut les imaginer, reste à savoir où les trouver, où les mettre, où les installer. Donc, je vous invite à les imaginer avec moi et à m'indiquer un endroit. Alors, l'endroit, il faut que ce soit un endroit suffisamment calme et j'allais dire un peu à l'abri des habitations pour éviter d'embêter le voisinage. C'est toujours un peu le sujet. Mais si on peut en faire un ou deux supplémentaires, on le fera bien volontiers. C'est un sujet qui est important, l'animal en ville. C'est les parcs à toutous, mais c'est aussi, par exemple, aujourd'hui, c'est très difficile, hein, c'est un aparté que je fais dans la conversation qu'on a ce soir, mais par exemple, l'accueil des chats, vous savez, on a transféré de l'avenue des Filles Chateaubriand à à l'ancienne usine des eaux, un aménagement spécifique pour les chats avec l'association de Saint-Maurienne. Eh ben, c'est très compliqué aujourd'hui pour eux. C'est très, très, très compliqué pour accueillir les chats, pour s'en préoccuper. C'est pareil pour les chiens. Et la place de l'animal en ville est une place qu'il faut également réussir à trouver. J'en appelle d'ailleurs à tous les maîtres chiens. Soyez attentifs en bord de Marne, dans les parcs, à tenir vos chiens en laisse. Euh, c'est, ça reste ça reste une façon de respecter aussi les uns les autres, de faire en sorte que la ville soit apaisée. Karine Vectol, à quelle échéance la passerelle de la piste sera-t-elle réparée? Là, on a eu du retard. Alors, c'est une passerelle de la PI, hein. La passerelle de la PI est à 70% propriété de la ville et à 30% propriété de Créteil. Une partie du financement repose sur un financement de la métropole du Grand Paris que j'ai réussi à obtenir pour les deux villes. Nous avons désormais arrêté le plan et l'architecture, c'est quand même très lourd, et les premiers travaux devraient théoriquement commencer au printemps. Donc voilà, et ce sera l'avant-dernier grand chantier de la PIM, puisqu'ensuite on aura des aménagements, notamment sur la place des Rupins.
Alpha Prime, quand ferez-vous en sorte que les camions de plus de 3 tonnes 5 ne puissent plus circuler en bord de Marne? Euh, la question des camions en bord de Marne, en fait, on peut la résoudre théoriquement assez vite. euh, et, euh, et sur les, parce qu'en réalité, il y a assez peu de livraisons qui justifient d'avoir des camions de 3 tonnes 5 en bord de Marne. Vous avez néanmoins sur la partie quai de Bonneuil, et quand on remonte vers l'API, là une entreprise avec un dépôt et je ne peux pas altérer et m'immiscer dans cette ou expulser cette entreprise. Néanmoins, aujourd'hui, sur la question des poids lourds, 3 tonnes 5 sur les bords de Marne, comme sur les grands axes, nous avons demandé et nous sommes en train d'étudier un arrêté qui limite sévèrement la traversée de la ville. Saint-Maur n'a pas vocation à être une ville de transit. C'est aussi pour ça qu'on est à 30 km/h. Et sur les bords de Marne, en fait, là où ils sont, c'est parce que lorsque vous les voyez passer, je pense, peut-être que c'est de ça, peut-être que vous pensez à ça, soit sur le quai de l'Api, soit sur le quai de Bonneuil lorsqu'il tourne, lorsqu'il tourne à droite en venant du pont de Bonneuil. À ces endroits-là, des aménagements seront probablement nécessaires pour éviter d'avoir des camions qui continuent à passer alors qu'ils n'ont rien à y faire. Nico Moumou. Qu'allez-vous faire au sujet du toit de Brosselette qui fuit? Le réparer. Sachant qu'on l'a déjà réparé une fois, que ça nous avait coûté d'ailleurs très très cher. En réalité, le problème qu'on a sur Brosselette, c'est que c'est un équipement qui date maintenant des années 70, hein, puisqu'il a été construit sous Gilbert Noël, que en réalité, il a eu des défauts d'entretien assez longs. Pendant longtemps, il y a eu assez peu d'entretien sur Brosselette. Alors là, peu à peu, on redresse la barre. On a commencé par notamment le sous-sol, et notamment la capacité à retraiter l'eau de la piscine. Et puis, on refait des salles, on monte petit à petit. Et le toit sera l'un des prochains grands projets sportifs. Certes, ce sera pas forcément, il n'y aura pas un effet waouh, ce ne sera pas forcément visible, mais ça permettra de pratiquer convenablement, je pense notamment dans la salle de volley, si c'est votre cas. Marjorie Cohen-Malmezac, la déchetterie de Saint-Maur va-t-elle fermer? Oui. Alors vous savez que c'est plus une déchetterie de Saint-Maur, hein. La loi NOTRe dispose depuis maintenant 4 ans de l'obligation de transférer la déchetterie, comme les ordures ménagères, à un établissement public territorial auquel nous appartenons. Nous avons été mis par la loi, hein, ça s'appelle Paris-Est, Marne-et-Bois. Et donc la déchetterie de Saint-Maur n'est plus une déchetterie de Saint-Maur, c'est une déchetterie qui accueille bien sûr les Saint-Mauriens, mais également tous les habitants qui souhaitent venir de Paris-Est, Marne-et-Bois. Et donc aujourd'hui, elle n'est plus en capacité d'accueillir dans les normes l'ensemble de ses habitants. Autant quand c'était une déchetterie saint-maurienne, on s'en sortait, autant désormais c'est une compétence qui était transférée. La direction des déchetteries a également été transférée à cet établissement public territorial et donc on va devoir la transférer pour respecter les règles, les normes et aussi la sécurité parce qu'on a quand même quelques incidents regrettables sur la déchetterie. Alors où est-ce qu'elle va aller? Eh bien, elle va aller juste de l'autre côté du pont de Bonneuil, un tout petit peu plus loin, sur l'ancien site, pour ceux qui l'ont en tête, de Veolia. Donc c'est à, je sais pas, on va dire que c'est à 5 minutes après le pont de Bonneuil sur la droite. La question normalement suivante, c'est qu'allez-vous faire du site de la déchetterie? D'abord, on va le remettre, on va le remettre en état et il répondra aux exigences du PLU à cet endroit-là. On est dans un quartier résidentiel, donc on aura un aménagement de cette nature. Sachant que le terrain, lui, appartient toujours à la ville, hein. Youssef Reynaud, pouvez-vous nous dire ce qui a été fait depuis votre premier mandat pour le quartier politique de la ville? Sur le quartier politique de la ville, alors, là on remonte jusqu'en 2014, hein. Il y a eu d'abord la fin. Alors, le quartier politique de la ville, c'est le quartier qui est circonscrit aux rives de la Marne. Donc vraiment circonscrit pour que tout le monde se rende bien compte de quoi on parle. D'abord, il y a eu la fin de l'aménagement d'I3F, qui est loin d'être négligeable, hein.
qui n'est pas encore complètement finie, mais c'est pas I3F maintenant, c'est la dernière tour, celle qu'on appelle la tour Adema, qu'on est en train de réhabiliter entièrement. On parle là de 115 logements, hein. C'est la dernière tour qui n'avait pas été réhabilitée. Nous avons maintenu sur l'école de secteur, notamment des chalets, un travail et un dispositif très important, à la fois avec le CRR, à la fois avec le théâtre, à la fois avec les enseignants, pour accompagner les enfants le plus possible vers l'éducation et avoir un continuum avec le collège et les lycées de secteur. Et il y a un effort très important qui est fait sur le site. Nous avons signé avec la Société du Grand Paris des clauses d'insertion, avec un résultat, pour être honnête, qui a été assez faible, parce qu'on ne peut pas considérer que beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes d'ailleurs, des rives des rives de la Marne, aient pu bénéficier de cette clause d'insertion par défaut de candidature. Nous avons avec Septodon, qui est l'usine leader mondiale d'anesthésie dentaire, juste à côté, organisé une école de numérique qui s'appelle avec Simplon. Mais là aussi, on a été déçus parce qu'en fait, on a eu assez peu de candidats issus des rives de la Marne, mais enfin bon, on a tenté l'affaire. Et puis, une succession de projets, cela porté par les habitants dans le cadre de la politique de la ville. Alors, ils sont, si vous voulez plus précisément, je vous les enverrai, mais ce sont des projets parfois de sortie, parfois associatifs, parfois de musique, parfois de nature avec le miel des rives de la Marne, parfois de cuisine avec notamment des ateliers cuisine avec les jeunes sur le site. Parfois, c'est des tout petits projets, hein. Donc, on en a en succession avec la VGA pour le sport. Enfin bref, voilà, on a une succession de petits projets également. Alors, est-ce que c'est, parce que je devine de votre question que peut-être considérez-vous que c'est pas assez, parce que je pense pas vous considérer que ce soit trop. Mais si vous-même, vous avez des projets, eh bien, dites-nous-le, parce que parfois, on est un peu à court et on se dit que c'est dommage parce qu'on n'arrive pas forcément à trouver la bonne solution, la bonne adéquation. Alors, c'est une politique publique, hein, qui, normalement, ne relève pas de la ville, mais relève de l'établissement public territorial et de l'État. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est la ville qui fait quasiment exclusivement tous les projets. Marie-Valérie Lemaître, qu'en est-il du projet immobilier Enseignement Claudis, les terrasses, et qu'est-ce qui est prévu? Ben là, c'est assez simple, hein. Le projet prévu initialement, c'est le projet qui va être réalisé et il va commencer dans peut-être 15 jours. Voilà. Donc, il doit être en ligne sur le site de la ville. Donc, le projet initial et le projet qui sera réalisé. Aline Chevroux, envisagez-vous d'installer des bornes gratuites? Je ne le vois pas d'ici, flûte. Excusez-moi, la lumière a dû changer. Envisagez-vous d'installer des bornes gratuites de charge pour les véhicules électriques? Oui, avec le CIPEREC, d'abord sur les grandes places et sur les parkings. Donc la réponse est oui. Sachant que je dis ça pour les immeubles, hein, maintenant il y a l'obligation, lorsque les propriétaires le demandent, d'installer des bornes. Donc si vous en faites la demande à vos syndics, il y a l'obligation de le faire. Isil Dunedel, serait-il possible d'installer des agrès sportifs dans les parcs? Oui, c'est possible, ça dépend des parcs en fait. Moi, je souhaite vraiment que les parcs à Saint-Maur soient des parcs de sérénité, apaisés, d'abord pour les enfants et les promeneurs. Je considère plutôt, j'ai mis pas mal d'agrès sur les bords de Marne. C'était une première et je crois que ça donne satisfaction. C'est important que les parcs, ce soit le lieu de rendez-vous aussi des enfants, des parents et des familles. Donc certains parcs peuvent les accueillir, d'autres ne pourront pas les accueillir. Là, pour le moment, on est encore en train de développer le loisir et notamment le jeu d'échecs, puisque nous installons des tables d'échecs
On a fini d'installer des tables d'échecs, on a installé les fameuses boîtes à livres, on est en train de rénover les jeux. Euh, pour l'instant, euh, je vais aller très prudemment sur les agrès dans les squares. C'est vraiment les squares, et on le voit le week-end, hein, j'ai des squares en tête où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de familles, et je souhaite vraiment que cette liberté de chacun de pouvoir s'organiser dans le square puisse demeurer. Donc, ça dépend des squares. Olfasaka. La ville a-t-elle prévu des investissements dans les solutions de garde telles que les ouvertures de crèches pour les petits? Oui, il y a une ouverture de crèche dans la ZAC dite des facultés, donc entre Champignol et la Varenne, et il y en a une autre sur l'avenue de Condé, sur l'ancien site d'Essilor. Ensuite, alors là, je vois pas Tuer, je crois qu'on va bientôt me dire que c'est la fin. Je sais pas bien quelle heure il est, mais il doit me rester 5 minutes, donc c'est pas tant que ça. En fait, j'ai été très bavard, mille excuses. Alors, Baggio Cavaglio. Les caméras ont-elles vocation à vidéo verbaliser? Oui, la réponse est oui. Ça arrivera. Ça arrivera, mais avec parcimonie parce que je ne souhaite pas transformer non plus sa mort en un espace euh, supra-surveillé, si je puis dire, et supra-verbalisateur. Il y a des endroits, je pense notamment aux entrées de ville, c'est pas inutile pour surveiller, mais bon, je ne veux pas non plus tomber dans un excès de verbalisation et suivez mon regard sur les petits hommes gris. Les coursiers saint-mauriens, nous voulons créer une coopérative de livraison vélo. Pouvez-vous nous aider? La réponse est oui. Venez me voir et je vous aiderai. Avec plaisir. Et j'ai même, avec d'autant plus plaisir que euh, je me suis porté, pardonnez-moi. La ville de Saint-Maur s'est portée candidate à un projet avec la ville de Vincennes et la ville de Saint-Mandé pour livrer les derniers colis, le fameux dernier kilomètre, à vélo. Donc on est en train d'essayer de réaliser. Donc si je peux vous aider et vous pouvez vous insérer dans ce projet-là, venez me voir. Je crains hélas que ce soit la dernière question ou l'avant-dernière, il y en a toujours une dernière avant la dernière. Laure de Saint-Maur. Donc Sylvain de Saint-Maur va vous répondre. Comment faire respecter les trottoirs enherbés? Là aussi, c'est une question le respect demeure quand même la valeur fondamentale d'une ville que l'on veut apaiser d'une certaine façon, d'une ville qu'on souhaite vivre ensemble. Euh, je ne veux pas tomber dans un excès de verbalisation, d'interdit. Je souhaite mettre quelques règles qui permettent d'encadrer et de faire en sorte qu'on puisse se respecter et vivre sereinement et apaisé à sa mort. Sa mort, je trouve, s'y prête particulièrement. Alors, comment est-ce qu'on fait respecter les trottoirs enherbés? Il m'arrive parfois, je pense, je vous le dis au passage, parce que ça me vient à l'idée en répondant à la question, voyez-vous, avenue du Midi, il y a une portion où je sentais que les voitures allaient commencer à s'y garer et à monter sur le trottoir enherbé. J'ai fait mettre des petits potelets. Je ne pense pas que ce soit de bonne politique de mettre des petits potelets partout. Donc parfois on les met pour faire respecter des espaces enherbés qu'on souhaite vraiment faire respecter. Mais la première chose pour chacun d'entre nous, notamment pour ceux qui garent leur voiture, c'est de respecter les arbres et les espaces enherbés. Et je ne vais pas me dérober à votre question. Je pense que dans les mois et les années qui viennent, dans le plan de circulation que nous sommes en train de mettre en place, il y a aussi un plan de stationnement. Et dans le plan de stationnement, la matérialisation du stationnement sur la chaussée, qui dispose d'une réorganisation, va nous permettre de faire respecter les trottoirs enherbés. Parce qu'aujourd'hui, trop de rues dans la ville sont envahies par les véhicules qui sont à cheval sur l'herbe, à cheval sur le trottoir, et qui finalement abîment et le trottoir enherbé, et souvent l'arbre. Ah, je savais bien que j'aurais une ultime question. Alors, Caroline Guest, Big Jump en 2021. Écoutez, c'est comme, c'est un peu comme Saint-Maur en poche. Saint-Maur apaisé sans Saint-Maur en poche ou sans le Big Jump,
sans le sport ou sans la culture, sans ces food trucks ou sans toutes ces animations qui sont les nôtres, c'est pas ça mort. Alors, en juillet, le premier dimanche de juillet, je vous donne rendez-vous au beach, en maillot de bain. Il fera beau. La pandémie sera, j'espère, touche de la peau de singe derrière nous. En tout cas, on peut y penser très fort, on peut y rêver. Et en tout cas, si c'est possible, moi j'y serai. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée.